Monsieur le Président, Madame la Haute-Commissaire adjointe, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, Excellences, j'ai l'honneur de présenter mon rapport sur le droit à l'alimentation conformément à la résolution 6-2-2007. Je voudrais remercier d'abord mes collaborateurs et collègues de l'Université de Genève, Claire Mahon, Saliane Way, Christophe Collet, et ceux qui m'ont aidé tout au long au Haut Commissariat pour les droits de l'homme, Madame Susan Ratti, Mara Bustello, Federica Donati et Beatrice Quadranti. La réalité des faits du droit à l'alimentation aujourd'hui, c'est que mondialement, ce droit est massivement violé et la situation devient pire en pire d'année en année. La réalité des faits est la suivante, 100 000 personnes meurent de faim tous les jours, de faim ou de ses suites immédiates. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. 854 millions de personnes l'année dernière, un homme sur 6 sur la planète, a été gravement et en permanence sous-alimenté. Et les chiffres vont en augmentant. Le nombre des sous-alimentés graves et permanentes a augmenté de 12 millions de personnes entre 2006 et 2007. Or, il n'y a aucune fatalité. Le World Food Report de la FAO de l'année dernière indique que l'agriculture mondiale telle qu'elle est aujourd'hui pourrait sans problème, 2700 calories individuelles adultes par jour, sans problème nourrir 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 6,3, donc presque le double de l'humanité pourrait être normalement nourrie si l'ordre économique du monde était différent et tenait compte du droit à l'alimentation. Il n'y a aucune quelconque fatalité pour ce massacre quotidien. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Je voudrais rapidement évoquer 3 problèmes principaux d'actualité. Le premier problème, bien sûr, c'est l'explosion extraordinaire des prix des aliments à travers le monde. Selon l'index de la FAO sur les aliments de base dans le monde, cet index a augmenté de 41% entre 2005 et janvier 2008. Janvier dernier, 2007, une tonne de blé hors frais de transport valait sur le marché mondial 210 $. Ce mois de janvier, la même tonne de blé vaut 385 $. Autrement dit, une augmentation de 83% uniquement pour le blé. Je vous rappelle, parce que vous savez parfaitement qu'un grand nombre de pays, notamment en Afrique, doivent importer en temps normal de l'alimentation supplémentaire parce que leur récolte interne n'est pas suffisante. L'année dernière, l'Afrique subsaharienne a importé pour 5 milliards de dollars de blé, de céréales. Cette année-ci, pour le même volume, l'Afrique devra débourser 8 milliards de dollars que beaucoup de pays n'ont pas, et donc ces prix mondiaux vont être responsables pour une augmentation massive des morts et de la sous-alimentation. Deuxième problème, c'est l'aide humanitaire internationale. Vous savez que le programme alimentaire mondial a 75 millions de personnes sur sa liste qu'il doit aider statutairement pour l'année 2008. Et il n'a pas les moyens. Son budget est amputé à cause de l'explosion des prix de 45%. Et le programme alimentaire mondial est confronté à un choix très précis. Ils vont vous le dire s'ils sont dans la salle. Ou bien il élimine de la liste ceux qu'on doit aider un grand nombre, des dizaines et des dizaines de millions de personnes, milliers de personnes, au Darfour, en Somalie, en Mongolie, etc. Ou bien partout, les rations vont être réduites en dessous du minimum vital. D'où vient cette explosion des prix sur lesquels le Conseil, évidemment, n'a pas d'influence directe? C'est essentiellement la conversion de la production alimentaire en agrocarburants. Et là, c'est surtout les États-Unis et l'Union européenne qui sont gravement coupables. L'Union européenne, selon sa directive pour 2020, veut que 10% de tous les combustibles énergétiques
utilisés dans les 27 États membres de l'Union européenne soient fournis par les agrocarburants, quand aux États-Unis, ils veulent, jusqu'en 2010, produire 140 milliards de litres de bioéthanol. Et ceci, évidemment, est une violation totale du droit à l'alimentation. Je vous signale que si vous brûlez, si vous faites le plein 50 litres dans une voiture qui fonctionne au bioéthanol, vous brûlez 352 kilos de maïs. Avec 352 kilos de maïs, un enfant en Zambie, au Mexique, peut vivre pendant toute une année. Je mets à part le cas du Brésil. Le Brésil est un producteur de bioéthanol fort, important, mais mène une politique tout à fait différente. D'abord, il brûle essentiellement de la canne à sucre, donc pas des aliments, et deuxièmement, un programme de promotion pour des millions de paysans pauvres permet maintenant de transformer en bioéthanol de la mamona, du babassou, du dende, c'est-à-dire des produits qui sur le marché n'ont aucune valeur, mais qui, transformés en bioéthanol, donnent un avantage, donnent une possibilité de revenus aux paysans marginalisés, laissés de côté et qui n'avaient pas accès au marché jusqu'à maintenant. Donc le cas du Brésil est à part. Je demande un moratoire de 5 ans sur la transformation d'aliments en biodiesel ou en bioéthanol. Pendant 5 ans, ceci devrait être interdit, jusqu'à ce que la science soit assez avancée pour transformer les déchets agricoles, et non plus les aliments, mais les déchets agricoles, en bioéthanol et en biodiesel. Deuxième point, rapidement, les réfugiés de la faim. En Afrique, la faim augmente. En 30 ans, elle a augmenté de 1975 à 2005 de 80 millions à 202 millions, essentiellement à cause de la politique du dumping agricole pratiquée par les pays industrialisés et notamment par l'Union européenne. Chaque jour, chaque nuit, en Méditerranée et dans l'Atlantique, d'effroyables tragédies se jouent, des barques qui coulent, des milliers de gens par mois disparaissent dans les flots, dans la tentative de rejoindre les Canaries, l'île de Lampedusa, etc. L'Espagne a compté l'année dernière des entrées illégaux sur la frontière sud de plus de 47 000 personnes, l'Italie de plus de 23 000 personnes. Il y a ici un manque de protection, une lacune de protection, puisque la Convention de 51 des Nations Unies limite à 3 catégories la protection pour des réfugiés, le droit donc d'asile et de non-refoulement. Persécution raciale, persécution religieuse, persécution politique. Mais les réfugiés de la faim qui fuient pour survivre n'ont aucune protection internationale. Et je suggère dans mon rapport que le Conseil crée cet instrument, c'est-à-dire un droit au non-refoulement provisoire pour les réfugiés de la faim. Troisième problème, nous avons fait des progrès dans les universités, dans ce Conseil, dans la société civile, quant aux obligations extraterritoriales des États. C'est un progrès réel. On admet aujourd'hui que tous les États qui ont signé le pacte numéro 1 sur les droits économiques, sociaux et culturels ont des obligations de respecter le droit à l'alimentation, à la formation, à la santé, etc., en dehors de leur territoire, pas seulement sur leur territoire. C'est-à-dire, quand la Suisse vote à l'Organisation mondiale du commerce ou au FMI, je prends mon pays, la Suisse est obligée, selon le principe des obligations extraterritoriales, est obligée de voter pour la protection du droit à l'alimentation. Et c'est là où ça ne marche pas, où les pays occidentaux violent en permanence cette obligation à l'extraterritorial, au respect extraterritorial. Par exemple, à l'OMC, l'ambassadeur suisse vote exactement le contraire de ce que l'ambassadeur Godet vote ici dans ce Conseil. L'ambassadeur Godet défend avec énergie et intelligence le droit à l'alimentation dans ce Conseil et l'ambassadeur Wacheva, un peu 200 mètres plus loin à la route de Lausanne, quand il vote sur les subventions agricoles et le dumping agricole, eh bien, il viole totalement le droit à l'alimentation. Il y a donc un problème de cohérence
qui se pose pour l'Allemagne, la France, pour toutes les puissances commerciales qui dominent l'OMC ou puissances financières qui dominent le FMI, c'est de mettre en accord la signature donnée au pacte numéro 1 avec la conduite concrète à l'OMC et dans les autres organisations internationales.